Bonjour chers développeurs, bienvenue sur solostartup.dev. Dans cette série, découvre comment un développeur peut réussir à créer un business profitable tout seul, sans argent et sans contrainte. Je m'appelle Conrad Lelubre, je suis développeur et j'ai lancé un logiciel en ligne qui s'appelle Intellifox. Je l'ai lancé en avril 2020 en plein confinement. À la sueur de mon clavier et grâce à un partenariat fructueux, ce logiciel a atteint 10 000 € de revenus récurrents mensuels 9 mois seulement après son lancement. Regarde comment j'en suis arrivé là, alors que j'ai démarré avec mes dernières économies tout en voyageant en Europe dans un fourgon aménagé. Allez, c'est parti! Bonjour à toi, cher développeur. Mon projet Intellifox est 100% autofinancé. Ça veut dire que je n'ai pas levé de fonds et que je me suis focalisé sur créer de la valeur pour mes utilisateurs sans filtre et sans filet. Quand tu veux entreprendre, tu vas forcément te poser cette question. Est-ce que je lève des fonds avec des VC, avec des angel investors? Est-ce que j'utilise mes économies? Est-ce que j'emprunte des sous à la banque? En gros, soit tu te débrouilles avec tes sous, soit tu cherches à impliquer des investisseurs dans ton projet. Si le fait d'avoir des liquidités est vital pour l'entreprise, ma théorie c'est que d'en avoir trop tôt, c'est carrément néfaste pour toi. Je vais t'expliquer les 3 raisons qui me poussent à croire ça. Je vais aussi te présenter les 3 raisons qui me font croire que s'autofinancer est une bien meilleure voie. N'oublie pas que tu peux regarder cet épisode sur YouTube, l'écouter en podcast ou le lire sur le blog. Allez, c'est parti! Trop de cash au début est néfaste. Si tu impliques des investisseurs, VC ou Angel, tu auras quelques avantages indéniables. Tu auras accès à un réseau et des connexions inestimables. Tu auras accès à du vrai mentoring et tu auras beaucoup de liquidités pour faire démarrer l'entreprise. Ça paraît intéressant comme ça, mais ce modèle a des limites. J'ai été le témoin de ce que c'est une start-up qui meurt. Le spectacle est vraiment pas beau à voir. C'est un énorme gâchis de talent, beaucoup de larmes et beaucoup de temps perdu. Je te conseille de lire « On m'avait dit que c'était impossible » de Jean-Baptiste Rudel pour bien comprendre ce que c'est que de lever des fonds. C'est tellement rare de réussir qu'on écrit un best-seller quand c'est le cas. Tout ça parce que lever des fonds pour se lancer, c'est littéralement la méthode de lancer plein de trucs sur le mur et de voir ce qui accroche. Raison numéro 1. Tu vas faire le mauvais métier. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu es un excellent développeur. Le truc, c'est que lever des fonds, c'est pas ton métier. Tu vas devoir te transformer en leveur de fonds. Tu vas devoir apprendre un jargon, créer des présentations, convaincre des investisseurs. L'exercice n'est pas mauvais en soi, c'est même plutôt intéressant de développer ses capacités de communication. Mais c'est une activité très différente de ta zone de génie. En démarrant avec cet objectif de lever des fonds, tu vas dépenser ton énergie dans la mauvaise direction plutôt que de te focaliser sur tes utilisateurs et leurs problèmes. Raison numéro 2. Tu peux faire de plus grandes erreurs. C'est mécanique. Plus tu as de cash, plus tu peux passer de temps à faire des erreurs. Sauf que pendant ce temps-là, le marché, il évolue. Sans cash, il est impossible que tu passes 1 an avec 10 développeurs à créer un prototype. Tu vas être obligé de te confronter beaucoup plus tôt à la réalité du marché. Comme je t'en parlais dans l'épisode précédent, tu dois baser ton projet sur un besoin réel. Et le plus simple pour ça, c'est de démarrer avec une communauté. Et l'argent ne va pas te permettre d'acheter cette pièce du puzzle. Ça va au contraire obscurcir ton horizon et te permettre de faire des plus grosses erreurs. Raison numéro 3. Perte de contrôle. C'est quoi le but d'une startup qui a levé des fonds? Est-ce que c'est résoudre un problème pour ses utilisateurs? Est-ce que c'est créer des emplois? Pas du tout. La réponse, c'est devenir une licorne. Une entreprise qui a atteint la valorisation d'1 milliard de dollars. Bon, ok, je caricature un peu, mais l'objectif tout de même, c'est de faire partie des 10% de paris réussis dans le portfolio des investisseurs. Pour réaliser ça, on ne va pas juste te confier le cash et te laisser faire. On va te fixer des objectifs et influencer ta stratégie. Tu vas perdre un élément crucial, le contrôle. À un moment ou à un autre, tu vas devoir te focaliser sur des indicateurs qui peuvent être contraires à l'intérêt des utilisateurs. Tu vas aussi mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise en investissant dans une croissance forcée dont tu n'as aucune certitude de la réussite. Je trouve que c'est une très bonne recette pour l'échec. D'ailleurs, 80% des startups échouent. Ça te tente d'avoir une chance sur 5 de survie? Et tout ça, c'est même sans parler du fait que tu vas devoir renoncer à une partie de la société. Bon, ok, le gâteau sera peut-être plus gros, avec une emphase sur le peut-être, ou risquer de te faire virer de la boîte que tu as créée. Parce que oui, c'est plus ta boîte. S'autofinancer, c'est
badass. Bref, tu m'as compris, lever des fonds, c'est pas la voie qui me fait rêver pour démarrer. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, d'après moi, s'autofinancer ou se bootstrapper, c'est badass. L'énorme avantage à s'autofinancer, c'est que tu ne peux pas tricher. Tu es obligé de réussir au travers de ce que tu proposes. Tu es beaucoup plus proche de la réalité et tu ne peux pas t'enfoncer trop longtemps dans une mauvaise voie. Raison numéro 1. Tu seras profitable par nature. Quand tu dois t'en sortir avec peu, tu es obligé d'être malin. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas griller les étapes. Tu es obligé de construire ton projet de manière à ce qu'il soit profitable le plus rapidement possible. Tu vas mécaniquement créer une structure qui sera économe. Une structure capable de lever des montagnes avec un budget ridicule. Si tu n'as pas de fonds, tu vas te concentrer sur l'essentiel ou mourir. Par exemple, tu ne vas pas louer des bureaux alors que tu n'en as pas besoin. Tu ne vas pas embaucher tes amis pour leur faire plaisir. Tu ne vas pas mettre 1000 € dans une campagne de publicité si elle n'est pas rentable. Tes décisions seront ancrées dans une approche rationnelle, par nécessité. Par nature, tu vas construire un projet profitable qui grossira proportionnellement à tes efforts. C'est toi qui vas trouver les meilleures manières de communiquer, de gérer ton support, de faire grandir ton produit et ta communauté avec peu de moyens. Raison numéro 2. Tu mettras les utilisateurs en premier. Les premières personnes qui vont bénéficier de cette approche, ce sont tes utilisateurs. Pour réussir, tu es obligé de te focaliser sur leurs besoins, d'être à l'écoute et de fournir un support qu'aucune grosse entreprise ne peut fournir. Tu peux te montrer, utiliser ta taille à ton avantage et avoir un dialogue direct avec tes utilisateurs. Moi, c'est ce que je vis au quotidien avec les Intellinautes. La plupart connaissent l'humain qu'il y a derrière le logiciel qu'ils utilisent. Et ça, c'est extrêmement rare. Ça crée un lien d'humain à humain plutôt que d'entreprise à service. Et ils sont vraiment surpris par deux choses, la réactivité et la profondeur de mon support. Je cherche toujours à résoudre leurs problèmes, peu importe qu'ils soient liés à mon logiciel ou pas, et je prends le temps de les aider. La deuxième chose qui les surprend, c'est le fait de parler avec le développeur directement, et que ce développeur écoute les retours qu'ils ont et les mette en place rapidement. En retour, ça crée une véritable confiance. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Raison numéro 3. Tu seras dans ta zone de génie. En démarrant avec tes propres moyens, tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu fais de mieux, coder. Attention, je ne te dis surtout pas de te concentrer sur le code tête baissée. Ne fais pas cette erreur, reste toujours avec les utilisateurs en premier. Ce que je veux dire, c'est que tu ne perdras pas de temps à faire autre chose que les activités qui sont vitales pour toi et ton entreprise. Tu n'auras aucun filtre entre tes contacts avec les utilisateurs et ton exécution. Tu feras alors ce que tu aimes et là où tu vas briller, transformer les problèmes des utilisateurs en solutions dans ton logiciel. Rester au maximum dans sa zone de génie, c'est le challenge quotidien du développeur dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, c'est mon challenge numéro 1. Parce que j'ai des tonnes de tâches différentes à réaliser et que c'est difficile pour moi de me focaliser sur ma zone de génie. C'est pourquoi d'ailleurs je suis en train de recruter une de mes utilisatrices pour m'aider avec toutes les tâches où ma présence n'est pas nécessaire. Le but, c'est de pouvoir passer plus de temps dans ma zone de génie, là où mon temps a le maximum d'impact pour l'ensemble de mes utilisateurs. Bonus, ce n'est pas irréversible. Un de mes mentors, Arvid Kahl, m'a ouvert les yeux sur une possibilité qui n'était pas évidente. Il est possible de démarrer en autofinancement, puis de lever des fonds une fois qu'on a un début de traction. C'est une manière d'accélérer la croissance à un moment où on a plus de choses à mettre dans la balance que juste l'idée. Il existe d'ailleurs des fonds d'investissement qui ne chassent plus les futures licornes. Ils recherchent des entreprises rentables pour avoir des rendements raisonnables. Pas d'hypercroissance, pas d'ingérence, juste de l'injection de liquidité pour accélérer les opérations qui roulent déjà. TinySeed est un exemple de cette nouvelle vague d'investisseurs raisonnables. Ce n'est donc pas irréversible. La preuve par le coup de com', le cas Lemlist. Je tiens à terminer cet épisode avec une illustration intéressante. Lemlist est une entreprise française autofinancée créée en novembre 2016. Les 3 cofondateurs ont récemment lancé une opération de com magistrale. Un peu grotesque, il faut l'admettre, mais c'était nécessaire pour que ça réussisse. Ils ont cherché à lever 20 millions de dollars dans le seul et unique but de pouvoir les refuser publiquement. Tout ça pour utiliser l'arc narratif nous versus le monde de la finance, ou presque. Ils génèrent une bonne dose de controverse et sont alors publiquement invités dans les médias traditionnels, ce qui leur offre une publicité gratuite. Et vous avez vu, on a refusé 5 millions de dollars dans nos poches. Voilà, la preuve d'ailleurs, c'est que j'en parle dans cet épisode. Tout ça illustre avec perfection le pouvoir de l'autofinancement. D'ailleurs, je devrais peut-être surfer sur cette vague. Cela dit, je suis pas sûr que je refuse 5 millions d'euros, moi. À bientôt pour le prochain épisode de solostartup.dev, la série qui montre comment un développeur peut réussir à créer un business profitable tout seul, sans argent et sans contraintes. Pense à t'abonner sur le site solostartup.dev pour ne louper aucun épisode.